Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré au premier cas de l'histoire de Taïwan où le Premier ministre refuse de co-signer une loi votée par le Parlement. Le 15 décembre, le Premier ministre Zhuo Rongtai a déclaré qu'il refusait de co-signer la loi sur la répartition des recettes et des dépenses publiques amendée le mois dernier par l'opposition parlementaire Kuomintang et TPP. Cette décision sans précédent du Premier ministre qui empêche directement la promulgation de la loi par le président de la République a suscité un vif débat sur sa constitutionnalité. Pour comprendre ce débat et l'éventuelle issue, nous devons commencer par la loi sur la répartition des recettes et des dépenses publiques, amendée déjà en 2024 avant d'être amendée de nouveau cette fois-ci. Alors, tout d'abord, à propos de cette loi. À Taïwan, les recettes et dépenses publiques sont constituées de deux grands blocs, à savoir des fonds de répartition centralisés et ensuite des subventions générales. Imaginons le pays comme une famille avec l'État central comme parent et les collectivités locales comme enfants. Les enfants conservent une partie de leurs revenus et donnent le reste à leurs parents sous forme de fonds communs qui est ensuite redistribué à tous les enfants. C'est le principe des fonds de répartition centralisés. Cependant, si certains enfants ont des revenus plus faibles, les fonds centralisés alloués peuvent ne pas suffire à couvrir les dépenses courantes. Dans ce cas-là, les parents leur apportent alors une aide complémentaire régulière. Il s'agit donc des subventions générales que l'État central verse aux collectivités locales. Le tout est donc prévu dans la loi sur la répartition des recettes et des dépenses publiques. Le problème de cette loi est qu'elle n'avait pas été amendée depuis 1998, date à laquelle Taïwan a gelé le fonctionnement du gouvernement provincial qui gérait la quasi-totalité des collectivités locales, ne relevait pas directement du gouvernement. À l'époque, c'était quasiment la quasi-totalité des collectivités locales en dehors de Taipei et de Kaohsiung qui dépendaient donc du gouvernement provincial. Et depuis la suppression du gouvernement provincial, toutes les ressources financières ont été transférées au gouvernement central. Or, avant cette suppression, le partage des recettes entre le gouvernement central et les collectivités locales était de 60% contre 40%. Mais depuis la fin du gouvernement provincial pour exécuter les politiques initialement assurées par le gouvernement provincial, le gouvernement central obtient 75% de la part des recettes contre les 25% des collectivités locales. Cette dernière souhaite ainsi un meilleur partage des recettes. En décembre 2024, le Parlement, dominé alors par l'opposition, a amendé cette loi en question et les collectivités locales ont obtenu plus de fonds de répartition centralisés. Mais pour assurer ces recettes, le gouvernement central a réduit des subventions générales. Cela signifie que si les collectivités locales souhaitent avoir plus de subventions générales, il leur faut réaliser des projets au cas par cas pour en faire la demande. Les collectivités locales étaient donc furieuses, si bien que le 14 novembre dernier, la loi a de nouveau été amendée, toujours par l'opposition, stipulant qu'aucun financement ni les fonds de répartition centralisés ni les subventions générales pouvaient être inférieurs à leur niveau antérieur. Telle est la controverse autour de ces deux amendements de la loi sur la répartition des recettes et dépenses publiques. D'ailleurs, en plus du mécontentement des collectivités locales, il fallait également prendre en considération l'erreur de calcul de répartition concernant une collectivité locale dans la version de loi adoptée en 2024. Mais c'est bien l'amendement de cette loi en 2025 qui bloque la branche législative et exécutive. Alors, les raisons de refus de contresigner la loi fournie par le Premier ministre. Le 15 décembre étant la date butoir pour la promulgation de la loi amendée, le Premier ministre Zhuo Rongtai a tenu une conférence de presse pour annoncer sa décision de ne pas contresigner le texte en question. Le chef du gouvernement a justifié son refus en dénonçant
le manque de transparence des procédures parlementaires et l'empiètement de la branche législative sur le pouvoir exécutif en matière de budget, en précisant que cette nouvelle loi obligerait le gouvernement central à emprunter au-delà du plafond légal d'emprunt de 15% en 2026 par rapport aux dépenses annuelles. Il a aussi réitéré que le Parlement a refusé de réétudier le projet d'amendement demandé par la branche exécutive. C'est donc la première fois de l'histoire taïwanaise qu'un Premier ministre refuse de contresigner une loi votée par le Parlement. Alors, que peut-on faire à ce stade? Selon le professeur Chen Qian de l'Institut de droit et de gouvernement de l'Université nationale centrale, il n'y a que deux approches pour sortir du blocage actuel. Si les partis de l'opposition Kuomintang et TPP qui détiennent la majorité au Parlement n'adoptent aucune de ces deux approches, alors les Taïwanais se prononceront inévitablement via les élections locales de 2026. Le Parlement peut adopter soit une approche politique, soit une approche judiciaire. L'approche politique est la motion de censure, tandis que celle judiciaire est une interprétation de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute la population taïwanaise suit de près maintenant le Parlement, dominé par l'alliance KMT-TPP, qui n'engage ni la voie politique, ni la voie judiciaire. Au sujet de l'approche politique, selon la Constitution, si le Parlement adopte une motion de censure contre le Premier ministre, le président de la République peut, dans un délai de 10 jours, déclarer la dissolution du Parlement, chose que le Kuomintang, le principal parti de l'opposition, ne souhaite pas. Wang Xiaoling, la députée du Kuomintang, a indiqué. Après le renversement du gouvernement, le président de la République peut renommer Zhou Rongtai au poste de Premier ministre. Notre constitution actuelle ne stipule pas que le président de la République ne peut pas nommer à plusieurs reprises le même Premier ministre destitué. Quant à la dissolution du Parlement, Lai Ching-te et son parti l'avaient déjà fait en août dernier en lançant la campagne massive de destitution des députés. C'est comme s'il a de facto dissous le Parlement. Il est donc peu probable que le yuan législatif prenne des mesures pour renverser le gouvernement, car cela n'aurait aucun sens. Reste donc l'approche judiciaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Seulement, cette Cour reste bloquée depuis octobre 2024, au moment de la fin de mandat de 7 des 15 grands juges en fonction. Les deux séries de nomination des juges constitutionnels proposées par le président de la République, Lai Ching-te, ayant toutes été rejetées par le Parlement. La situation s'est compliquée encore plus avec l'amendement à la loi sur la procédure constitutionnelle, également voté par l'opposition majoritaire au Parlement le 20 décembre 2024. Conformément à cet amendement, la Cour constitutionnelle doit, sauf disposition contraire, délibérer sur les arrêts avec la participation d'au moins 10 des 15 juges constitutionnels en exercice et un minimum de 9 juges doivent s'accorder pour déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi. Or, actuellement, parmi les 8 juges constitutionnels restants, les avis divergent quant au seuil requis pour la tenue des réunions. Certains juges estiment qu'après la modification de la loi sur la procédure constitutionnelle, une réunion ne peut avoir lieu qu'en présence de 10 juges statutaires. D'autres juges, en revanche, considèrent ces restrictions comme anticonstitutionnelles dès le départ et soutiennent ainsi que la Cour constitutionnelle poursuive ses activités. Ces deux positions font que la possibilité d'avoir recours à la Cour constitutionnelle est plutôt incertaine. À ce sujet, Lin Jiale, le professeur en droit de l'université Zhengzhi, appelle les 8 juges constitutionnels toujours en fonction d'assumer leurs responsabilités avec courage. Actuellement, 8 juges constitutionnels sont toujours en fonction et j'estime qu'ils doivent assumer leur responsabilité de défendre la Constitution. Il leur faut organiser des audiences et examiner des lois relatives conformément à leurs devoirs et pouvoirs. Il s'agit d'une approche plus juridique de la solution. Pour moi, les approches politiques et juridiques peuvent toutes deux être déployées, mais la Cour constitutionnelle ne doit absolument pas être paralysée.
Son fonctionnement effectif est d'une importance capitale. Chen Yingqian de l'Institut de droit et de gouvernement de l'Université nationale centrale estime que le parti Kuomintang à l'opposition qui ne peut pas ne pas agir devrait faire une demande d'interprétation de la Constitution au sujet du refus de contresigner la loi décidée par le Premier ministre. Si le Parlement prend l'initiative de demander une interprétation de la Constitution au sujet de la constitutionnalité du refus de la part du Premier ministre de contresigner la loi, alors j'estime que les juges constitutionnels n'ont aucun prétexte pour refuser d'organiser une réunion. Si même le Parlement qui élabore la loi estime que les juges constitutionnels doivent agir, alors ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. C'est ainsi que les désaccords ont été résolus dans le passé. Le professeur de sciences politiques de l'université Suzhou, Su Ziqiao, estime de son côté que l'impasse constitutionnelle actuelle résulte plutôt d'une instrumentalisation extrême des pouvoirs législatifs et exécutifs. À l'approche des élections locales de 2026, il est peu probable que le Kuomintang et le parti au pouvoir, le DPP, assouplissent leur position. La solution pour sortir de cette impasse réside ainsi dans le rétablissement au plus vite des activités de la Cour constitutionnelle, en commençant par la proposition d'une nouvelle liste de juges constitutionnels par le président de la République. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage présenté aujourd'hui par Meg Wang. Une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.